Donc, Monsieur Sébastien Le Goff est le directeur général de l'association Les Tout-Petits. Il est aussi vice-président du groupe Polyhandicap France. Et nous accueillons avec lui Madame, oui, c'est ce que je pensais, Madame Camille Rousselet, éducatrice de l'association Les Tout-Petits. Monsieur Thierry Bourg est-il dans la salle? Oui, il est là. Bienvenue, Monsieur Bourg. Je vais vous laisser ma place, s'il vous plaît. Et demander aussi à Galena Ripkin de nous rejoindre pour aborder ce deuxième temps sur la scolarisation et les apprentissages. S'il te plaît, Sébastien. Alors, vu qu'on a 1 heure de retard, je vais essayer de faire assez rapide sur la présentation, mais ce qui va être surtout intéressant, c'est pas forcément ce que je vais vous dire, mais plus ce qui va vous être expliqué après avec les différents intervenants. Peut-être vous dire sur les unités d'enseignement externalisées que le cahier des charges, c'est un décret de 2020, ce qui pose quand même la question sur le fait qu'on a attendu 2020 pour se dire que des enfants polyhandicapés pouvaient aller à l'école. Bon, après, ça pose quand même question sur, voilà, le premier challenge, je pense, sur les unités d'enseignement externalisées, ça a été de déconstruire la pensée en se disant qu'en effet, des enfants polyhandicapés pouvaient avoir accès aux droits communs pour avoir accès à ce qu'on appelle l'école de la République. Pas n'importe comment. Je précise, quand je dis pas n'importe comment, je voulais préciser quelques aspects. En effet, je pense que c'est un projet qui se construit avec les enfants, bien évidemment, une équipe pluridisciplinaire, l'enseignant spécialisé, la famille. Mais ce que je tiens à préciser, c'est que c'est un projet qui ne correspond pas forcément à tous les enfants polyhandicapés. C'est pas parce qu'on parle d'inclusion que l'inclusion, elle est forcément bénéfique pour tous, mais on l'a déjà dit ce matin. Si l'on considère que chaque enfant polyhandicapé, si on considère, pardon, que chaque enfant polyhandicapé, tous ne peuvent pas être sur des unités d'enseignement externalisées. Autrement dit, ce dispositif doit répondre à une préoccupation individuelle dans le cadre d'un projet et non à une politique publique qui serait de scolariser tous les enfants dans le milieu dit ordinaire, ce qui serait, à mon sens, un véritable carnage. Après, voilà, on fera ce qu'on veut, mais pour moi, je vais faire court. Pour qu'il y ait une unité d'enseignement externalisée, il faut qu'il y ait une unité d'enseignement en interne. C'est le socle d'une base de la scolarité en dehors des établissements. Une dernière notion pour moi qui est très importante, c'est qu'on parle beaucoup de la capacité cognitive des personnes polyhandicapées. Là, je ne parle pas que des enfants, des personnes polyhandicapées. Pour moi, cette capacité cognitive, elle est évolutive. La question des apprentissages, aujourd'hui, elle est essentiellement ciblée sur les enfants. Donc, on a pu voir se développer, alors pour moi très tardivement, parce qu'on est en 2020, quand le cahier des charges a été écrit sur la capacité des enfants à aller dans l'école de la République, mais la question des apprentissages, elle est aujourd'hui ciblée sur les enfants, que quand on parle de la personne polyhandicapée, la question de l'apprentissage, c'est tout au long d'une vie. Et qu'aujourd'hui, je me pose la question des moyens. On a mis beaucoup de moyens pour que les enfants puissent apprendre. Moi, ma question, c'est les adultes. Quid des adultes? C'est-à-dire que les adultes n'ont pas la même temporalité que nous, enfin, n'ont pas la même temporalité tout court pour pouvoir apprendre. Et qu'aujourd'hui, si on veut travailler sur la question de l'apprentissage de façon globale, il faudra travailler de la petite enfance. Ne pas faire une rupture à l'âge adulte, mais de continuer l'apprentissage. Et je pense que tout comme vous et moi, l'apprentissage, c'est tout au long des vies. Voilà, je vais laisser parler les intervenants. Je vais d'abord vous présenter le film qui a été réalisé à l'unité d'enseignement des Molières. Je tenais à remercier les participants. Pour qu'une unité externalisée fonctionne, 3 choses. L'engagement des familles, l'engagement de l'éducation nationale, c'est assez rare, mais on l'a, et l'engagement d'une collectivité. Ça coûte cher, une unité d'enseignement externalisée, particulièrement pour les enfants polyhandicapés. Ça coûte une salle, ça coûte l'accessibilité, ça coûte du temps, ça coûte un budget, là je parle de la collectivité. Et puis la dernière chose, je pense que un petit peu de volonté, c'est faisable. Voilà.
Eh ben, pas du tout. Moi, j'étais très contente que Jade puisse profiter de cette occasion. C'est très très bien. Jade, elle a été à la garderie quand elle était plus petite et qu'elle était en externat. Et elle avait un très bon contact avec les enfants qui ne sont pas en situation de handicap. Et du coup, j'étais très contente. D'ailleurs, j'ai vu plein de photos dans la cour de récréation où Jade, elle est entourée de plein d'enfants et elle est super contente elle aussi. Il n'y a eu aucune crainte ni de la part des enfants ni de la part des parents. Il n'y a eu aucune remontée négative par rapport à ce projet-là. Au contraire. Et là, on se rend compte que lors des temps de récréation, ils sont tous à vouloir venir à la rencontre des enfants et c'est génial, quoi. Franchement, il n'y a aucun mauvais retour de leur part. Alors non, puisque pour ma part c'est un échange bénéfique pour tout le monde, puisqu'il apporte à la fois une meilleure connaissance et compréhension du handicap aux personnes extérieures, et une reconnaissance de l'enfant porteur de ce handicap comme étant des apprenants ou des élèves à part entière. La volonté des acteurs, vraiment. Avec cette première phase de préparation, donc auprès des parents de l'école, mais également auprès des instituteurs ici. Mais je pense qu'au-dessus, donc à savoir l'Éducation nationale et notre association, a vraiment été moteur pour faire naître ce projet. Ça a été la préparation qu'il y a eu avant et le fait de pouvoir s'organiser, préparer la salle avec la mairie, informer les parents, informer les enfants, leur faire en sorte qu'ils puissent se rencontrer avant. Et du coup, dès que ça a été mis en place après les vacances de la Toussaint, ça a été fluide comme si c'était une classe qui appartenait à l'école depuis des années. C'est pour moi grâce à la mobilisation de tous, les enfants, les parents et les encadrants. Avant la mise en place de l'UE, une idée de sensibilisation a été évoquée afin que les écoliers de cette école puissent intégrer au mieux l'arrivée des enfants de l'EAP. La sensibilisation auprès de ces derniers a finalement été un franc succès, puisque dès le début, nous avons été ouverts aux échanges, aux questions qui peuvent être tabous, en mettant en place par exemple une boîte à questions anonyme. Il n'y a aucune crainte à avoir que la classe est bien structurée, bien accompagnée par le EAP. Il semblerait qu'il y ait le nombre d'adultes suffisant pour accompagner le peu d'élèves en définitive qu'il y a, puisque c'est trois enfants sur 2 jours et 3 autres enfants sur les 2 derniers jours de la semaine. Donc du coup, l'encadrement qui est présent et l'accompagnement qui est fait, moi honnêtement, c'est pas une surcharge de travail à mon niveau supplémentaire, ni au niveau des enseignants. Je dirais que les réticences viennent le plus souvent des adultes, par méconnaissance, car les enfants sont souvent bien plus protecteurs et bienveillants que nous ne voulons l'admettre. Il est important de suivre cette voie de l'inclusion, puisque pour moi, c'est en éduquant les enfants d'aujourd'hui sur la différence et la tolérance que nous ferons évoluer le regard des gens sur le handicap. Je leur dirais que c'est dommage parce que je vois pas pourquoi. En fait, les enfants, c'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'ils n'ont pas le droit d'aller à l'école. Et d'ailleurs, Jade, elle est ravie de venir ici. Je le sens qu'elle trouve la semaine beaucoup moins longue. Et non, c'est vraiment dommage parce qu'ils aiment beaucoup avoir un contact aussi avec des enfants qui n'ont pas de handicap, c'est important. Ça s'est fait naturellement. Alors je sais que dans d'autres territoires, ça peut être assez différent, mais en tout cas ici, ça s'est fait naturellement. Voilà. Parce que je rappelle quand même que depuis 2005, il y a une loi qui fait en sorte que les enfants en situation d'handicap doivent bénéficier d'un temps de scolarisation. Après, il y a le droit et la loi, et après, il y a ce qu'on en fait. Donc nous, on a vraiment essayé de concilier d'une part la loi et aussi ce qu'on peut faire ici, et donc à savoir une magnifique unité d'enseignement pour les personnes en situation de polyhandicap. Déjà, ça les sort de l'internat un petit peu, ça leur fait 2 matins où ils sortent, ça structure un peu leur semaine. Après, ils ont une maîtresse qui est là pour eux, ils apprennent des choses, c'est adapté pour eux, ils ont une salle adaptée, ça leur apporte beaucoup, je pense.
Alors cela leur apporte de nouvelles perspectives dans le rapport aux autres, des repères spatio-temporels qui ont plus de sens. Comme les autres enfants présents autour d'eux, leurs frères et sœurs, nos jeunes sortent de leur lieu de vie pour aller dans un lieu dédié aux apprentissages pendant un temps donné, avec des activités précises. Les enfants, ça va leur apporter beaucoup de choses. Déjà, la perception du handicap, d'accord. Nous avons travaillé en amont avec des rencontres hors secteur école, puisqu'on a fait ça dans une salle qui appartient à la mairie au sein du village. Donc du coup, il y a eu des rencontres qui ont été faites, il y a eu de la sensibilisation qui a été faite auprès des enfants. Et du coup, le projet prenant même un peu de temps à se mettre en place par rapport à la situation sanitaire du moment, on avait les enfants qui étaient demandeurs et qui avaient hâte de voir les enfants arriver, quoi. Bien, les écoliers ont pris sous leur aile les enfants de l'EAP et ont pu créer des amitiés. Ils sont bienveillants avec eux et des échanges se font par le biais de signes comme le Kogamo. Cela valorise et sociabilise bien évidemment les jeunes et ils sont heureux de retrouver leurs amis. Nous avons constaté des progrès remarquables pour certains jeunes qui ont su montrer beaucoup d'améliorations en termes de temps de concentration, dans la motricité ou beaucoup d'autonomie dans le travail. Est-ce que tu aimes aller à l'école? Est-ce que tu aimes l'école? Oui. Est-ce que tu aimes jouer en récréation avec les autres enfants? Oui. Voilà, c'est un petit film qui permet d'illustrer en tout cas la mise en place de l'UE externalisé. Mais ce qui était important de voir, c'est l'ensemble des acteurs qui composent l'UE. Bien évidemment, les parents, l'éducation nationale, Jade qui était présente, et puis une personne qui est importante aussi dans le cadre de la mise en place d'une UE, c'est l'éducateur spécialisé qui va venir étayer cette UE externalisée et sur lequel on s'est un peu battu avec l'ARS pour avoir les moyens de cet éducateur spécialisé. Ce que je vais laisser la place à Thierry Bourg, qui est inspecteur ASH de l'éducation nationale et qui va se présenter. Mais voilà, on est ravis de vous accueillir, monsieur. Alors, vous m'avez présenté, merci. Donc, effectivement, je suis Thierry Bourg, inspecteur de l'éducation nationale ASH, donc adaptation scolaire et scolarisation des élèves en situation de handicap et plus particulièrement chargé d'une circonscription de l'académie de Versailles, dans l'Essonne plus précisément, qui s'appelle Essonne École Inclusive, donc tout un joli programme. Donc d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour également à toutes celles et ceux qui nous suivent à distance. En premier lieu, je voudrais remercier chaleureusement le groupe Polyhandicap France pour son invitation, dont je suis très honoré. Je les remercie également pour l'organisation de ce très beau colloque. Alors, je découvre ce film-là avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Voilà, alors je vais essayer en quelques mots de résumer un peu ce qui a pu nous animer, comment nous sommes arrivés à cela. Alors je dirais, la première chose qui nous a animés, c'est un principe, c'est le principe de l'inclusion. C'est bien que c'est un principe qui peut interroger, mais en tout cas, du point de vue de l'éducation nationale et de l'inspecteur que je suis, notamment travaillant dans le champ des élèves en situation de handicap, c'est un principe qui, effectivement, est extrêmement fort pour nous. Alors, qu'est-ce que cela signifie du point de vue de l'éducation nationale? Alors, quand j'essaie d'expliquer ce principe le plus simplement possible, je fais une comparaison avec une politique que j'ai pu connaître il y a quelques années, qui était celle de l'intégration. Et pour la définir le plus simplement et le plus mathématiquement possible, je dis qu'à l'époque de l'intégration, dans l'esprit des enseignants, on avait, par exemple, 25 élèves plus un élève handicapé. Voilà, ça c'était ce qui était dans l'esprit. Cette différence était mise en avant. Voilà, avec le sentiment d'avoir quelque chose en plus, voire une charge de travail en plus. Là, on nous dit bien qu'il n'y a pas de charge de travail en plus. Et puis, maintenant que nous sommes à l'heure de l'inclusion, en fait, on considère que nous avons 26 élèves dans une classe, dont un qui a des besoins éducatifs particuliers. Et ces besoins éducatifs particuliers peuvent être
variables, notamment être liées à la question du polyhandicap. Voyez, mais ce qui est fondamental dans notre approche, c'est de reconnaître l'individu d'abord dans ce qu'il a de similaire et pas dans ce qu'il a de différent, sans nier la différence, sans nier la singularité, sans nier les besoins de l'individu. Voilà. Ce qui fait que nous reconnaissons, en fait, d'abord ces jeunes polyhandicapés comme des élèves. Ce sont des élèves parmi les autres. Simplement, ils ont des besoins particuliers et il est indispensable de tenir compte de ces besoins pour pouvoir réussir notre projet. Voilà. Alors, autre point qui m'est cher, quand je parle d'inclusion, je parle d'un principe. C'est-à-dire que parfois on va inclure un élève, on va inclure une personne. Pour moi, on n'inclut pas un élève. C'est un principe, l'inclusion. Ce qu'on fait, c'est qu'on le scolarise. C'est ça. On a une modalité, on a un principe, c'est l'inclusion. On a une modalité, c'est la scolarisation. Voilà. Donc, ce que nous avons construit ici, c'est une nouvelle modalité. Voilà, une modalité qui concerne la scolarisation d'élèves polyhandicapés dans une école. Scolarisés, pourquoi? Pour répondre aux missions d'éducation nationale autour de 3 grands thèmes. L'éducation, déjà, c'est-à-dire éduquer les jeunes, les instruire et les former. Voilà nos 3 grandes missions. Donc la scolarisation n'est pas ne doit pas être vue simplement du point de vue de l'instruction, hein, ni si on se réfère à l'époque de l'intégration, ni à quelque chose qui se résumerait à de la socialisation. Vous voyez, à l'époque de l'intégration également, ce qu'on entendait, c'est après tout, on va accueillir cet enfant en situation de handicap, ça sera déjà bien, il sera avec ses camarades, voilà. Donc il y aura un temps de socialisation, c'est déjà bien. Mais non. Je crois que là, effectivement, dans notre logique d'inclusion, il faut reconnaître la personne en tant qu'élève, la respecter, et la respecter, c'est d'avoir pour viser les programmes, les objectifs des programmes, les objectifs du socle commun. Alors évidemment, entre les potentialités de l'élève en situation de handicap avec un polyhandicap et puis la visée des programmes, il y a un écart souvent, un écart qui peut être notable. Bon, mais si on perd cette exigence des programmes, si on perd l'exigence du socle commun comme visée, même si c'est une visée qui peut paraître éloignée, on est sur de l'enseignement spécial, on n'est pas sur de l'enseignement spécialisé. Chaque enfant a droit à cette scolarisation, et cette scolarisation donc s'inscrit forcément dans un cadre, dans nos standards. Voilà. Après, évidemment, on adapte nos objectifs aux potentialités, à la réalité individuelle de l'enfant, mais sans jamais perdre l'exigence de ce qu'on souhaite pour chacun des enfants de la nation. Autre principe, évidemment, qui nous anime, c'est celui de l'éducabilité. L'éducabilité sous toutes ses formes, et notamment l'éducabilité cognitive, qui renvoie aussi à cette exigence qu'on doit avoir par rapport à ce qu'on va proposer à nos élèves dans le cadre de cette scolarisation. Et enfin, dernier point sur ces principes généraux, ce matin, il a été évoqué la question de l'égalité des chances. L'égalité des chances, pour nous, c'est le fait de permettre à chacun d'aller au maximum de ses potentialités. Ce n'est pas de servir la même chose à tout le monde, voyez, mais c'est au moins d'accompagner chaque individu et de l'amener, comme je le disais, au maximum de ses potentialités. Voilà, ça, c'est pour nous, c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu de la réussite scolaire. C'est pas une réussite scolaire absolue, c'est une réussite scolaire qui se joue par rapport à nos cadres de référence, mais aussi à la hauteur de l'individu. Alors, dans ce cadre-là, donc, nous avons cette unité d'enseignement externalisé polyhandicap. Alors, c'est un terme qui est technique. C'est un terme que nous comprenons ici, mais c'est un terme professionnel. Ici, il s'agit d'une unité d'enseignement externalisé polyhandicap. En fait, de quoi s'agit-il réellement? D'une classe. Nous avons une nouvelle classe qui s'est ouverte dans une école élémentaire, dans l'école élémentaire Anne-Franck. Voilà, donc nous avons une classe, simplement une classe. Et il faut penser également comme ça. Si nous sommes bien sur le fait que nous avons des élèves avec des besoins éducatifs
particulier lié au handicap, on a des élèves donc, qui sont dans une classe. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est sur l'affichage de la porte de la salle de classe, mais ça, c'est un point de vigilance que j'ai sur chaque unité externalisée, quel que soit le handicap. Lorsque je vais dans les écoles, c'est effectivement que sur la porte, on est bien une classe. On n'est pas ce terme très technique qui nous permet, nous, de savoir de quoi il s'agit, mais qui est un terme pour nos conventions, pour nos moyens. C'est un terme presque technocratique, vous voyez, mais dans les faits, il faut penser que nous avons une classe. Voilà. Alors certes, cette classe de ce type-là, c'est la première qui a été ouverte en Île-de-France, donc on peut effectivement être fier de cela. Et puis effectivement, ce n'est que la première. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre tout ce temps, comme Sébastien Le Goff le disait, pour qu'on puisse en ouvrir une. Donc on a un retard, donc on espère que bientôt on oubliera que c'est la première en Île-de-France et que tout ça va se multiplier à l'échelle de la nation. Alors, comment avons-nous pensé cette classe de l'école Anne Frank? Eh bien, comme une offre de scolarisation complémentaire au sein d'une palette de solutions de scolarisation. Alors une palette qui va on pourrait dire, si on prend l'entièreté des possibilités, qui va de la scolarisation en classe ordinaire, sans accompagnement, dans un idéal, de la scolarisation en milieu ordinaire avec un accompagnement humain, type AESH, ou avec un dispositif plus spécialisé à CESAD, par exemple, à un dispositif de droit commun spécialisé l'ULIS, voyez, et puis après, quand on regarde l'offre précédente, nous basculions dans le secteur médico-social. Il y a l'unité d'enseignement externalisé a permis de créer dans cet interstice entre, on pourrait dire, l'ULIS et l'établissement spécialisé, cette nouvelle possibilité, cette nouvelle offre de scolarisation pour des élèves. Voilà. Donc notre approche est une approche comme je le disais, de proposer un panel de solutions sur un territoire donné. Alors idéalement, il faudrait qu'on puisse développer ça pour répondre après aux besoins du territoire, quel que soit le territoire. Mais dans notre réussite est déjà dans un premier temps d'avoir pu créer dans ce nord-ouest de l'Essonne un pôle, on pourrait dire un pôle de scolarisation des élèves polyhandicapés, avec à la fois l'unité d'enseignement interne à l'établissement, à la fois le CESAD, à la fois cette nouvelle classe de l'école Anne Frank. Voilà, alors évidemment, on voit que le projet est déjà assez avancé. Il a été malgré tout assez ralenti et retardé par la crise sanitaire et un bilan sera établi à l'avenir. Mais on en voit déjà, enfin, il suffit d'entendre les discours des personnes pour se rendre compte déjà tous les bénéfices qu'on peut en tirer. Alors, cela repose, comme cela a été dit très bien dans le film, sur une collaboration qui est indispensable. Une collaboration qui associe à la fois, évidemment, l'élève, la famille, la demande de la famille, le projet de vie de la famille par rapport à cette modalité de scolarisation, l'établissement médico-social, l'éducation nationale, l'ARS, les collectivités territoriales, etc. Ça nécessite une très forte collaboration entre ces acteurs, avec une nouvelle culture partagée à construire, une acculturation à faire qui ne se décrète pas non plus, qui se construit en situation. C'est quelque chose qui, malgré tout, est assez complexe. Ce sont des cultures, ce sont des milieux qui se fréquentent parfois, mais qui se connaissent pas ou peu, ou se méconnaissent parfois. Et là, effectivement, l'intérêt, c'est d'être sur du gagnant-gagnant, comme on le voit, on l'entend à travers ce film, du gagnant pour l'école, qui a cette nouvelle classe, et puis pour ces élèves de cette classe qui bénéficient d'une scolarisation en milieu ordinaire. Voilà, donc on a cet exemple départemental avec cette première classe, une deuxième classe qui est en déploiement, et puis, sachez-le, j'ai 3 nouvelles demandes d'établissements
pour créer ce type de classe implantée dans les écoles. J'espère qu'on pourra y répondre. Alors évidemment, ça nécessite un travail, ça nécessite des ressources, ça nécessite des moyens. Mais dans notre département, nous avions, il y a 2 ans, 12 unités d'enseignement externalisées. Tout type de situation de handicap confondu. Nous en avons 29 actuellement. En 2 ans, en période de crise sanitaire, nous avons quand même créé 17 classes de ce type, 17 unités d'enseignement externalisées. Vous voyez, donc c'est autant de solutions de scolarisation différentes qu'on peut proposer à nos jeunes, à nos élèves. Voilà. Alors pour finir et faire court, je ferai juste, je donnerai une anecdote personnelle. Ce matin, il a été dit par rapport à la question de l'autonomie morale, en définitive, cette autonomie morale renvoie aussi à ce qui nous fait nous lever le matin. Et ça m'a fait penser à une discussion que j'ai eue il y a quelques jours avec des amis qui portaient sur les choix professionnels, sur le sens que chacun donnait à son métier. Certains disaient que leur métier était un peu alimentaire, ils ne trouvaient pas forcément un grand sens à cela. Et moi, je leur ai dit, en pensant à cette inauguration de cette classe à l'école Anne-Franck, des témoignages qui m'avaient marqué de parents. Un parent qui disait « mais moi, c'est la première fois que mon enfant va aller à l'école ». Voyez. Un autre qui disait « moi, mon enfant, il n'a jamais été invité aux anniversaires. Jamais, parce qu'il n'était pas à l'école de son secteur, il n'était pas à l'école de son quartier. Il était dans un établissement qui offrait évidemment une offre aussi à l'interne de scolarisation. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est que mon enfant il puisse inviter ses camarades de l'école à son anniversaire ou qu'il puisse être invité à l'anniversaire de ses camarades. Vous voyez ? Eh bien, je me dis que rien que cet élément-là me permet de me lever chaque matin en me disant que mon métier, notre métier, nos métiers partagés, notre collaboration a un sens. Voilà. Et maintenant, j'espère qu'on peut, en dépit de toutes les limites qu'on peut y voir, on peut rêver quand même que chaque nuit qui précède chaque réveil, on peut rêver au moins qu'à un moment, chaque élève polyhandicapé puisse être accueilli à l'école avec l'accompagnement qu'il est nécessaire de mobiliser et de mettre en œuvre. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bourg. Ça prouve que l'éducation nationale, on est ravis de voir l'évolution de l'éducation nationale aussi bien illustrée par ce que vous avez pu nous présenter. Je ne vais pas faire de transition. Je vais demander à Madame Rousselet, qui est éducatrice spécialisée à l'EAP et qui accompagne particulièrement l'unité d'enseignement externalisée. Voilà. Voilà, bonjour à tous. Je m'appelle Camille Rousselet, je suis éducatrice au sein de l'EAP Les Tout-Petits donc depuis fin août. J'accompagne avec mes collègues enseignantes les enfants de l'établissement à l'école élémentaire Anne-Franck, donc depuis le mois de septembre. Avant, j'ai eu la chance de travailler aussi sur une UE, IME collège, voilà, qui m'apporte aussi tout un tas d'expériences que je peux amener dans cette UE. Donc dans le film, vous avez pu voir la construction, la mise en place du projet, les locaux. Moi, je vais vous parler un peu du quotidien d'une UE. Donc on accompagne 6 enfants répartis en 2 groupes de 3, les lundis, mardis, jeudi et vendredi matin. Le transport étant assuré par l'EAP, donc on part le matin de l'EAP avec un véhicule adapté et on se rend à l'école qui est à 5 minutes dans le village. Donc, on s'installe dans la classe, on arrive et là on a tous nos rituels d'accueil. Donc les enfants mettent d'abord leurs photos sur la pancarte école pour signifier leur présence. Et on voit qu'au fur et à mesure, les enfants le font, prennent leur étiquette, hop, le mettent.
Ensuite, on met la date, il montre la météo, pardon, avec un picto adapté. On explique bien évidemment le déroulé de la matinée et on écoute notre chanson pour se dire bonjour. Ces rituels sont importants, nécessaires pour les enfants. Ça leur permet de donner un rythme et une structure dans la journée, dans la matinée. Après ça, on travaille à partir souvent d'un album que les enseignantes ont proposé, travaillé. Donc en ce moment, c'est Le Monstre des couleurs va à l'école, parce qu'on a fait la rentrée. Donc après avoir lu quelques pages, on propose des séquences individuelles d'apprentissage ou de découverte en fonction de ce que fait notre petit monstre dans l'histoire. Donc on a des jeux d'eau, des puzzles, des découvertes d'instruments de musique, reconnaissance de couleurs, des émotions. Enfin, on imagine tout un tas de choses assez ludiques et adaptées à eux. Voilà, donc on adapte bien nos supports en fonction des capacités de compréhension, d'élaboration de chacun. Ça demande beaucoup de temps de préparation en amont. On utilise une base de picto commune à l'EAP qui permet d'avoir une communication tous ensemble, d'avoir la même base de communication et la communication par geste Kogamo. Donc on associe les deux, le signe, enfin le picto et le signe, voilà, pour dire par exemple bonjour. L'idée, nous, c'est de les faire manipuler, de les valoriser pour favoriser les apprentissages. Et sur ce temps-là, on privilégie vraiment l'individuel. On a la chance d'être 2 professionnels pour 3 enfants. Donc, du coup, on peut vraiment prendre ce temps en individuel. À 10h30, là, c'est la récréation. Alors, ça sonne. Et alors, les enfants ont parfaitement identifié ce moment-là. Et là, on a des grands sourires. Des enfants qui se dirigent directement vers les porte-manteaux, qui veulent mettre leur manteau et qui vont en récréation. Et devant la porte, on a les enfants de l'école qui nous attendent, qui les attendent et qui ont déjà presque fait un tour de ticket pour savoir qui va pouvoir avoir le temps de récré avec les enfants de l'EAP. C'est vraiment un moment très riche. Donc voilà, ce temps de récréation, c'est aussi pour nous un moment d'échange, de partage, de sensibilisation à la différence avec les enfants de l'école, avec les enseignants, voilà, avec les personnes qu'on rencontre. On accompagne les enfants, donc aussi bien ceux de l'EAP que ceux de l'école, sur la socialisation, le respect, la tolérance. Moi, à chaque récréation, j'ai 1, 2, 3 enfants qui viennent me voir. « Ah, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Mais pourquoi il est comme ça? Ah, mais… » Et du coup, on prend le temps d'expliquer et de dédramatiser. De dire « Bah oui, mais d'accord, il est handicapé, mais il a le droit d'être là, il a le droit d'apprendre. Et regarde, il s'éclate en plus avec toi. » Voilà, c'est vraiment notre objectif pendant les récréations. Ça dure une demi-heure et nos enfants sont vraiment contents. Au retour de récréation, nous, on propose une petite collation. Ça permet de pouvoir reprendre contact avec la salle, de pouvoir redescendre de la récré. Et puis, ça permet aussi de travailler la demande, voilà, via un picto ou des gestes. Après ça, on a un temps collectif. Là, on propose parcours moteur, écoute musicale, l'art visuel, chant, en fonction soit du projet de la classe, soit des besoins. Voilà, on sait qu'ils ont une fatigabilité, donc on ne va pas non plus retourner dans des apprentissages très lourds. L'idée, c'est d'être ensemble aussi. Et donc, après, on rentre manger à l'EAP. Voilà. Chacun retrouve son groupe. Moi, du coup, j'accompagne les jeunes du matin sur le repas pour pouvoir avoir une continuité dans la prise en charge. Le projet pour l'année, ce serait d'aller manger à la cantine avec les autres. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on fera, mais on va se laisser le temps aussi de construire les choses et de ne pas brusquer. Voilà, pour ce qui est un peu de l'organisation de l'UE. Alors après, je vous parlais du rôle un peu de l'éducateur dans ces UE. Moi, mon rôle, c'est d'accompagner les enfants donc, dans le processus de socialisation, favoriser les apprentissages et notamment la mise en place d'une communication qui serait efficace avec n'importe quel autre intervenant. L'éducateur fait lien. Il fait lien entre l'ordinaire, le spécialisé, il fait lien entre l'EAP et l'école, lien entre le pédagogique et l'éducatif.
Moi, je fais le va-et-vient entre ce qu'on apprend en classe et ce que je peux retransmettre sur les groupes pour continuer les apprentissages et pouvoir permettre une généralisation de ce qu'ils peuvent apprendre. L'éducateur a une place vraiment entière, à part entière dans les UE. C'est une personne ressource et qui doit être moteur dans l'inclusion sociale des enfants qu'on accompagne en milieu ordinaire. Voilà. Donc, cela étant dit, il me semble vraiment important, par contre, d'insister et de revenir sur la complémentarité des rôles, ce que disait un peu Monsieur Bourg, entre les enseignants et les éducateurs. On a une approche différente par notre métier. Pour autant, on a un objectif commun qui est permettre une meilleure autonomie, une inclusion des enfants qu'on accompagne. Et je pense que c'est vraiment en travaillant ensemble et en unissant les compétences qu'on a qu'on pourra aussi mieux les accompagner dans le quotidien et dans leur autonomie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à Madame Rousselet pour cette explication très concrète, en tout cas à la fois du métier d'éducateur spécialisé dans les unités d'enseignement externalisé. Pour faire le pont après avec l'intervention de Galina, je pense qu'il est quand même important, et je l'ai dit en introduction, de préciser que la modalité d'une unité d'enseignement externalisé, elle est possible pour certains enfants polyhandicapés, pas pour tous. Et pour moi, il est quand même important qu'il puisse y avoir l'accès aux apprentissages. Je ne parle pas de la scolarisation dans l'école ordinaire, la question de l'accès aux apprentissages pour tous les enfants polyhandicapés, qu'ils soient dans l'établissement ou en dehors de l'établissement. Je pense qu'à partir du moment où on a respecté ce projet, ce qu'on dit, ce projet individualisé, ce sera intéressant de pouvoir décliner la question des apprentissages aussi dans les établissements. Quand je dis décliner, c'est-à-dire la question des moyens, et on se rend compte qu'aujourd'hui, par exemple, sur un EAP où il y a 62 enfants qui doivent avoir le droit aux apprentissages, puisque c'est un droit, nous avons beaucoup de chance, 2 enseignants d'éducation nationale. Vous imaginez le ratio de manque aujourd'hui d'enseignants spécialisés dans les établissements médico-sociaux. Galina, je te laisse la parole. Bonjour, donc moi je vais parler pour les enfants qui ne peuvent pas aller en unité d'enseignement externalisé. Ma fille est accueillie dans un EAP où il y a 34 enfants. Sur ces 34 enfants, il y en a 15 à 20% qui ont la possibilité d'aller dans une école ordinaire. Alors, on n'a pas la chance d'avoir d'unité d'enseignement externalisée, mais il y a des inclusions dans des classes ordinaires. Enfin, je devrais dire, il y avait des inclusions dans des classes ordinaires parce que cette année, on ne nous a pas donné d'AESH. Donc, les enfants attendent encore de faire leur rentrée. Ce qui veut dire qu'en fait, les 80% restants ne peuvent pas aller à l'extérieur pour recevoir un enseignement. Alors, c'est essentiellement pour des raisons, pour eux, parce que aller à l'extérieur relèverait plus de la maltraitance que d'autres choses. Ma fille, par exemple, est très, très épileptique. Aller dans une cour de récréation, je pense que c'est une grosse série de crises épileptiques dans la foulée et l'impossibilité d'apprendre quoi que ce soit. Ensuite, il y a des enfants qui vont effectivement n'ont pas supporté le monde avec des manifestations variées. Il y a des problèmes de comportement. Il va y avoir des enfants pour qui une adaptation extrême de l'enseignement va être nécessaire. Je pense à des enfants qui vont souffrir de surdicécité. Il y a tout un panel, vous le savez aussi bien que moi, je pense. Donc, en fait, l'enseignante de l'établissement organise un enseignement par classe de 3 à 4 élèves qui, dans le meilleur des cas, ça va être 2 heures par semaine parce qu'elle a 34 élèves, ce qui fait une bonne grosse classe, sauf que 34 élèves polyhandicapés, c'est juste pas possible.
et qu'elle est seule pour gérer 10 classes de 3-4 élèves. On demande effectivement une autre enseignante, mais pour l'instant, c'est pas encore possible. On espère bien l'avoir. Ce qui est assez fantastique, c'est qu'elle a mis au point toute une série de méthodes pour transmettre une partie de l'enseignement aux équipes éducatives. Donc, par exemple, le lundi, Iris a 1 heure d'enseignement où elle va étudier, là, elle s'est associée avec l'ergothérapeute, donc elle va étudier une recette de cuisine. Donc, à travers cette recette de cuisine, il va y avoir des couleurs, des quantités, des légumes, elle va aller les chercher, les peser, enfin, il y a quand même des choses intéressantes. Et le vendredi, l'ergothérapeute mène son atelier cuisine où tout ce qui a été vu avec l'enseignante le lundi est repris à la séance d'ergothérapie. Donc même si elle ne peut pas prendre Iris 2 fois, elle s'est arrangée pour qu'il y ait un prolongement en travaillant vraiment en coopération avec les équipes éducatives. Il n'y a pas encore assez, alors bon, il n'y a pas assez d'élèves qui peuvent suivre un enseignement au sein de l'EEAP, mais il y a même des EEAP où il n'y a pas d'unité d'enseignement interne, et c'est vraiment dommage, même si ce n'est pas pour l'instant parfait, c'est déjà bien de commencer à répondre à ce droit, parce que moi, quand je dis j'ai la chance qu'on ait une enseignante, enfin, c'est quand même un droit, et dans le polyhandicap, c'est une chance, enfin, ça me paraît un peu absurde. Il y a l'étude Polyscole à laquelle ma fille a participé, et maintenant l'étude Polycom qui est son prolongement et qui travaille sur la communication des enfants polyhandicapés pour essayer d'établir des cadres, c'est un peu beaucoup vous dire, mais de préciser un peu plus, qui ont donné naissance à 2 diplômes de l'INSHEA. Le premier, c'est le MIN polyhandicap, qui en fait est d'une durée d'1 semaine, qui est accessible à tous. Et le second, qui est lancé cette année, c'est le diplôme universitaire Poly-Educap, qui lui dure 3 fois 1 semaine et qui s'adresse essentiellement à des enseignants, mais pas que. Et tout comme le MIN s'adresse à vraiment, enfin, on y intervient avec Marine-Christine Tesnas, on a eu des enseignants, mais des éducateurs, des AESH, enfin, c'est vraiment une population très large et qui permet de transmettre une culture de l'enseignement aux personnes polyhandicapées dans un premier temps, avant de passer au DU pour les plus intéressés. Ouais. Et donc ça concerne le droit de nos enfants à suivre un enseignement. Iris a eu la chance de commencer à 14 ans. J'avais essayé avant, depuis l'âge de 7 ans, je me battais pour qu'elle puisse suivre un enseignement. Elle a commencé grâce à Polyscole à 14 ans. Elle a 20 ans, elle ne devrait même plus en suivre. Et quand elle va passer dans l'établissement d'adultes, il n'en sera plus question. Merci.